métier que celui de dire le droit, malgré son langage vieillissant et un peu occulte. Celui d'être juste et bon, celui de juger son concitoyen, de juger ses pairs, sans jamais ne faire montre du moindre sentiment de supériorité. Le métier de la compassion, souffrir avec, souffrir pour, celui de l'humanité. On se disait, un petit peu naïvement, candidement, la vraie manifestation de la force, c'est la douceur. Mais où est cette douceur? Est-elle seulement possible lorsque nous jugeons nos concitoyens à 2 heures du matin dans des audiences sans fin, faute de moyens? Les week-ends n'en sont plus, la fatigue et le ras-le-bol consument la passion, il ne reste plus rien. Alors, d'un dossier à l'autre, d'une histoire à la suivante, d'une vie qui ne ressemble en rien à la précédente, il s'agit de juger, de rendre justice. Alors aujourd'hui, la justice, dans son sens large du terme, la valeur et l'institution, juge aujourd'hui la grande institution. Nous jugeons l'État, l'État sur le banc des accusés, l'État qui perd de sa grandeur dans le box. Aujourd'hui, nous jugeons aussi une idée, une politique, un projet. Nous jugeons la privatisation. Que dis-je? Les privatisations. Un passage, un projet, une idée de basculer petit à petit de la technocratie à l'épistocratie. Non faussé. Un système où les producteurs et les consommateurs perdent un pognon de dingue au profit des spéculateurs. Un système où notre propre entreprise doit racheter l'électricité qu'elle a produite au prix fort pour la revendre aux concurrents à un prix dérisoire. Un système où la loi du court terme et de la rentabilité lézarde petit à petit notre sécurité nationale. Peut-être que ça vous paraîtra complètement fou, et je dois bien vous l'avouer, j'ai mis moi-même énormément de temps à comprendre cette pensée complexe, cette intelligence supérieure des financiers. Mais sachez que le temps de ce discours, le prix de l'électricité aura peut-être bondi. Non pas parce que des centaines d'éoliennes seraient à l'arrêt, non pas parce que des centrales arrêteraient de tourner, mais bien parce que ce prix de l'électricité est indexé sur le prix de la centrale la plus chère d'Europe. Oui, c'est la magie du marché. Alors qu'il vous promet des prix toujours plus bas, en réalité, ce sont les prix toujours plus hauts qui priment pour nous. C'est ainsi que depuis 2006, année de l'ouverture du marché de l'électricité et du gaz, les tarifs ont augmenté de plus de 60% pour les consommateurs. Ils voulaient de la croissance, en voici, en voilà. Aujourd'hui, les centrales les plus chères d'Europe, elles tournent au gaz. Et avec ce conflit que nous traversons, le gaz, nous le savons, ses prix s'envolent. Et avec eux, le pouvoir d'achat des individus. Leur accès primaire à l'énergie aussi. Car en France, ce sont 12 millions de personnes qui sont en situation de précarité énergétique. Mais les consommateurs, ce sont aussi nos entreprises. Et quelle belle ironie pour un modèle censé assurer un équilibre du marché de déstabiliser tous les secteurs qui ont besoin de cette énergie. Et alors, c'est maintenant le moment d'entrer dans une autre dimension. Car nous ne sommes jamais au bout de nos peines avec le marché. Car peut-être que vous vous dites que ces marges que nous nous faisons nous permettent d'assurer largement les coûts de production et d'investir massivement dans la transition énergétique. Mais non, puisque EDF est contraint de vendre une grande partie de son électricité à d'autres concurrents comme Total, Engine ou d'autres à un prix sacrifié, alors même qu'ils ne produisent quasiment pas d'électricité et ne gèrent aucune infrastructure. Adieu nos investissements pour l'avenir, bonjour les dividendes pour une poignée. D'aucuns disaient que nous n'avions pas de pétrole mais des idées. Eux n'ont pas d'électricité, mais ont inventé un système où leurs idées permettent de nous faire les poches. Et je voudrais enfin porter votre attention sur une énième de leurs fumisteries. Ils en sont des professionnels, vous entendrez certains en parler par la suite, mais nous le savons, les promoteurs du libre marché
et de la privatisation sont souvent les premiers à cracher sur la lourdeur de la bureaucratie de l'État, sur l'administration, la fainéantise des fonctionnaires. Mais quel est le résultat de ces décennies de politique de privatisation? Prenons l'exemple de nos centrales. Il y a encore quelque temps, des écoles formaient celles et ceux qui y travaillaient. Les compétences se transmettaient par les fruits de l'expérience et du métier. Aujourd'hui, on voit se succéder les sous-traitants, qui parfois ne connaissent presque rien à l'industrie. Et cette multiplication des acteurs sur un marché aussi sensible et complexe, c'est l'assurance d'une multiplication des emmerdes administratives, des chaînes de hiérarchie et de surveillance interminables. Et je peux vous dire que se taper 47 documents, 13 réunions Zoom et un temps incalculable pour changer une seule vis dans une centrale, c'est le quotidien de beaucoup d'entre nous. Alors, j'ai entendu il y a peu de temps qu'ils voulaient appeler le projet de privatisation et de démantèlement d'EDF Hercule. Je crois qu'ils auraient plutôt dû l'appeler le Dédale ou bien les 12 travaux d'Astérix, puisque ça n'a vraiment plus aucun sens et que c'est devenu complètement incompréhensible. Alors aujourd'hui, je n'aurai que 3 questions à vous poser. À quand un vrai service public de l'énergie? À quand la fin d'un marché qui provoque l'inflation à partir de la spéculation? À quand la fin d'un système où la notion d'efficacité est surtout synonyme d'aberration? Enfin, à celles et ceux ici présents ou parmi nos ministres qui nieraient l'existence des super-profits, pas de doute qu'ils existent quand on voit l'étendue de leurs super-conneries. Merci, merci. J'appelle pour lui répondre Monsieur Prospérité à la barre, s'il vous plaît. Monsieur, pouvez-vous nous rappeler nom, prénom et profession, s'il vous plaît? Prosper IT, je suis entrepreneur et CEO de ma start-up. Monsieur, jurez-vous de dire toute la vérité, rien que la vérité, de parler sans haine et sans crainte, dites je le jure? T'inquiète, je jure. La parole est à vous. Mesdames et messieurs, je ne vais même pas essayer de revenir sur cette espèce de charabia technique sans fondement ni réflexion business qu'on vient d'entendre. J'aimerais apporter à vos yeux un mot très simple, benchmark. Okay? Le problème aujourd'hui, c'est qu'il faut benchmarker. Et les ingénieurs aujourd'hui, ils n'en ont aucune conscience de ça. Il faut s'en rendre compte. Moi, j'ai fondé ma start-up. Okay? Ça s'appelle Hydrogène. C'est hydrogène, mais on remplace le i par un I. Tu l'as? Tu l'as? Ok, hydrogène. Le mindset, c'est de révolutionner le market de l'énergie entre l'input et l'output. Okay? Donc nous, on veut faire des piles, parce que le marché de l'énergie, c'est quoi? C'est une source, un input, un réseau, un output, une cible. Ben, nous, on veut être là, tu vois, entre l'input et l'output, et on veut révolutionner ça. Et les mecs comme ça qui viennent de parler, là, ils nous empêchent de faire ça. Ils bloquent l'innovation, ils bloquent l'entrepreneuriat. Moi, tout ce que je veux faire, c'est pouvoir disrupter en paix. Bon, évidemment, devenir une licorne dans l'immédiat le plus rapidement possible. Ça, c'est aussi l'objectif. Tout ce qu'on veut, c'est fluidifier le bazar. C'est libérer l'énergie de cette espèce de machine administrative sans queue ni tête qu'on nous a soi-disant défendue, qui reste sans queue ni tête. Il faut arrêter les conneries. Excusez-moi, excusez-moi. Il y a d'un côté les infrastructures. Et ça, c'est vrai, monsieur l'ingénieur, il a raison, il sait gérer les infrastructures. Hein, c'est parfait, on entretient, on répare des câbles, on branche des fils électriques, super. Mais quand il s'agit d'innover, il n'y a plus personne. Quand il s'agit de réinventer les process, il n'y a plus personne. Quand il s'agit de benchmarker, il n'y a plus personne. C'est ça le problème aujourd'hui. C'est qu'on a d'un côté des entreprises qui sont des dinosaures, qui sont des gestionnaires. On ne peut pas demander à un gestionnaire d'innover. Ça n'est pas possible. On n'apprend pas à un diplodocus à voler. EDF, c'est le diplodocus. Le vol, c'est la disruption. On ne peut pas attendre d'EDF qui disrupte. Et nous, tout ce qu'on veut, c'est de disrupter. Des postes d'inspecteurs du travail de Seine-Saint-Denis sont vacants. Donc on a d'un côté ces infrastructures et de l'autre, qu'est-ce qu'on a? On a le marché, qu'on le veuille ou non. Le marché, il est là, la concurrence, elle est là.
on a les enjeux d'environnement, C'est la réalité. on a les enjeux de concurrence internationale. avez d'autres Il y a services les de Chinois qui d'autres font du services solaire, de il y a les l'État, Danois qui en font de particulier l'éolien, dès qu'on même parle les Norvégiens se régularisation, mettent à la on parle captation de préfecture. carbone. Tout le monde fait de l'énergie. Sur les Pourquoi est-ce préfectures, qu'en vous France, allez avoir des forcément, attitudes sous totalement prétexte de différentes fonction d'une publique ou de préfecture à quelque une autre autre. notion abjecte En et fonction dépassée, forcément, on des est plié positions à ça, à du devoir, préfet. ah non, le service, Ça etc. peut paraître Il faut extravagant. arrêter, les gars. N'oublions pas que en France, il y a eu un beau projet sur l'énergie. Il y a eu le projet ITER. Vous vous en souvenez d'ITER? La fusion nucléaire, le réacteur dans le sud-ouest, ça a l'air incroyable. Ben, ça n'a pas marché. Pourquoi ça n'a pas marché? Ben, je vais vous le donner en mille. La bureaucratie, l'État, toutes ces charges, tous ces fonctionnaires qui ont ralenti le fonctionnement, tous ces accords internationaux, tout ça. Je pourrais parler pendant des heures sur la lourdeur bureaucratique. Moi, en tant qu'entrepreneur, justement, j'en vois tous les jours. Moi, j'essaye de lever, bon, j'ai levé 10 millions avec mes parents récemment. C'est pas l'État qui m'a aidé, hein. C'est merci quand même. Non, parce que voilà, la structure, etc. N'oubliez pas, et je vais finir là-dessus, mais n'oubliez pas que sans le marché, on n'aurait pas eu les vaccins. Hein? Non mais on l'oublie ça. Allez, merci beaucoup. Si jamais vous avez 2 millions à poser, n'hésitez pas, hein, je suis preneur. Merci. Merci, merci, s'il vous plaît. Un peu de silence dans la salle. J'appelle maintenant à la barre Madame Lucie Dité. Ah. Monsieur. Non, je vais prendre directement la parole. Déjà d'une part parce qu'on sait à peu près ce qu'elle va nous raconter, tout va mal, rien ne va plus. Et surtout parce que je suis rémunéré à l'heure. Alors, j'ai pas envie de se passer spécialement toute mon après-midi à la fête de l'UMA. Donc je vais enchaîner. Bon. Alors, non, s'il vous plaît, monsieur. je vais... Moi, j'aime ça. Personnellement, j'aime ça. Alors, donc, je vais commencer par vous rappeler mon non, CV. monsieur, s'il vous plaît. Nom, prénom, profession. On est Allez. dans un endroit sérieux ici. Alors, donc, je m'appelle Monsieur René Sens et je suis consultant. Donc, Monsieur, jurez-vous. je le jure, je le jure. Je le jure. La parole est à vous. Et avant de commencer, je vais vous rappeler mon CV pour qu'on soit bien d'accord sur une chose. C'est que lorsqu'on parle de santé, je suis entièrement légitime. Parce que voilà maintenant 10 ans que je suis consultant et plus exactement Chief Executive Officer au sein du Public Department of MAC, qui, comme vous le savez, est le plus grand cabinet de la planète en matière de consulting. Donc après de brillantes études, au cours desquelles j'ai notamment été décoré à HEC et Sciences Po, j'ai fait le choix, par conviction, de participer à la transformation de la République française. Car oui, c'est un choix. Et je sais bien qu'ici, il est de bon goût de taper sur les cabinets de conseil. Je sais bien qu'ici, chez les bien-pensants, bien intentionnés aux cheveux gras, il va être très facile d'expliquer que je suis le grand méchant consultant de McKinsey. Alors oui, je comprends. Par populisme, il est facile de créer des antagonismes, des oppositions. Et pourtant, laissez-moi vous raconter la véritable histoire de notre participation à l'intérêt général. La véritable histoire de la collaboration de l'État avec nos équipes. Ce dont je vais vous parler, c'est d'un plus grand projet, mesdames et messieurs. Ce dont je vais vous parler, c'est de l'hôpital de demain. L'hôpital qui nous permettra tous ensemble de réaliser des milliards d'économies. L'hôpital qui nous permettra de sauver la santé. D'abord, laissez-moi commencer par une réalité factuelle. Et de manière générale, vous verrez qu'au cours de mon exposé, je m'en tiendrai aux faits. Ce qui risquera de gêner certaines personnes. Faits qui font qu'aujourd'hui, nous sommes d'une part absolument indispensables et d'autre part, nous sommes les plus efficaces. Preuve en est, rien qu'avec la PHP ces dernières années, nous avons conclu plusieurs milliers de contrats. Preuve en est, nous avons accompagné la conduite du changement sur les plus belles réformes de notre système de santé. La tarification à l'acte. La tarification à l'acte, sans laquelle vous seriez absolument incapable de calculer la rentabilité d'un service hospitalier. Les dispositions légales de maîtrise de l'équilibre budgétaire. Sans nous, ça n'existe pas. Et plus largement, le finance, la finance. Law, le droit. Computers, informatique. Et nous en parlions, health, la santé, au cours de laquelle nous avons accompagné parfois gratuitement, même pendant la pandémie.
Et chers amis, je sais que pour celles et ceux ici présentes, il est préférable d'entendre les berceuses socialistes, mais je vous en conjure, regardez la vérité en face. Regardez la vérité en face parce que d'une part, les enjeux sont très importants et d'autre part, ce ne sont pas avec des petites discussions de bobos qu'on va sauver le monde. Pourquoi je vous dis ça? Parce que la réalité est simple. Lorsque l'on fait appel à des fonctionnaires, rien ne se passe. C'est mathématique. Le privé fait mieux que le public. Et faire des économies, pourquoi? Faire des économies parce qu'il faut arrêter l'hémorragie. Aujourd'hui, la santé nous coûte trop cher. Faire des économies, c'est sauver le service public. Ce que vous ne saisissez pas, étant donné que du point de vue de l'analyse économique, vous êtes des analphabètes, ce que vous ne saisissez pas, c'est que le parcours de soins d'un patient peut être assimilé à une chaîne de production. Madame, l'infirmière ici présente, madame, vous par exemple, vous, dans le cadre de votre activité, vous êtes assimilable à n'importe quel collaborateur, vous êtes attaché à un pôle, et ce pôle peut être décrit en chiffres. Un collaborateur, madame, c'est quelqu'un qui travaille en entreprise. Donc, par cette même approche, je suis capable de décrire en chiffres n'importe quel pôle, n'importe quelle direction, n'importe quel bloc opératoire et maîtriser ses dépenses. Si ça vous intéresse, vous pouvez regarder du côté de l'IT, l'Agency Theory. Je vous le laisse pour vous. Alors oui, d'accord. Effectivement, je ne vous parle pas de grandes idées, je ne vous parle pas de mes belles intentions. Mais vous savez, ma petite dame, l'intérêt général, personne ne sait ce que c'est. L'intérêt général, c'est ce que vous voulez, madame. Alors, je vous prie de m'excuser d'être concret plutôt que d'être séduisant. Vous pensez que moi, je veux voir l'hôpital disparaître? Rendre l'hôpital rentable, c'est lui permettre de survivre. Parce que pendant que vous venez ici nous parler, débattre, vous plaindre, pendant que vous venez ici vous plaindre, eh ben les cliniques, elles vous attendent pas. Elles innovent, les cliniques. Si vous voulez survivre, il faut gagner des parts de marché, madame. Et il se trouve que j'ai fait un rêve. Un rêve dans lequel les services, les blocs opératoires seraient fusionnés pour créer des synergies. Synergie qui vous permettrait à vous, héros du service public, à vous, de plus grandes marges de manœuvre. Parce que les chiffres le disent, la France souffre d'une surcapacité des lits. Et là aussi, nous vous proposons des solutions. L'optimisation des soins. Avec la chirurgie ambulatoire, le patient rentre le matin, se fait opérer dans la journée, ressort le soir. Dès lors, vous pouvez accueillir plusieurs patients dans le même lit la même journée. Et la question, la véritable question, si on est concret, ça n'est pas de savoir de combien de lits vous disposez, madame. C'est de savoir dans quelle mesure vous êtes capable de travailler plus efficacement, dans quelle mesure vous êtes capable de vous adapter, dans quelle mesure vous êtes capable de faire preuve d'un peu plus de flexibilité. Monsieur, le tribunal craint de ne pas avoir les moyens de vous facturer 1 minute de plus. Tâchez de faire bref. Alors, je vais conclure. Parce que je vous ai démontré qu'il y avait des solutions. Et donc finalement, madame, malgré toute l'estime que je vous porte, parce que sachez que je faisais partie des gens qui vous applaudissaient tous les soirs pendant le confinement depuis le bureau. Eh bien pourtant, je dois le dire, vous mentez, madame. Vous mentez parce que l'hôpital va bien et les chiffres le disent. Chaque année, nous battons des records, un nouveau record en termes de taux d'occupation des lits. Chaque année, nous battons un nouveau record en termes d'occupation des lits. Et cependant, madame, j'entends votre mal-être. Et vous savez, c'est peut-être difficile à croire, mais j'ai moi-même frôlé le burn-out plusieurs fois en début de carrière. Mais des solutions existent. Vous êtes capable de résilience, madame. Il faut croire en vous. Et pourquoi pas devenir un des leaders de demain? Ou pourquoi pas une des leaders de demain? Disruption. Chez McKinsey, nous avons développé des solutions de développement personnel que nous commençons à implanter dans nos services et qui vous permettront de surmonter tout cela. Avez-vous entendu parler de l'exemple de Hapital? Peuple de gauchistes, vous pourrez vérifier la véracité de mes propos. Hapital, créé par deux de nos consultants, qui vous permettra de réimplanter un peu de bonheur dans l'hôpital. Alors vous voyez, un peu d'optimisation, un peu d'optimisme, et je vous laisse ma carte et on pourra en rediscuter après. Merci. J'appelle donc à la barre Madame Lucie Dité,
Pouvez-vous nous rappeler votre nom, prénom et profession, s'il vous plaît? Lucie Dité, infirmière. Très bien. Jurez-vous de dire toute la vérité, rien que la vérité, de parler sans haine et sans crainte? Je le jure. Très bien, la parole est à vous. J'aurais voulu m'adresser à la marionnette, à Orgon, au président. Mais quelle chance, quel honneur de m'adresser directement au cabinet de conseil qui murmurait à son oreille. Le marionnettiste en personne, le Tartuffe. Mais puisque je sais que vous vous connaissez si bien, je compte sur vous pour lui transmettre ce message. Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Je viens de recevoir tous vos encouragements, tous vos applaudissements pour partir à la guerre, sans un masque, sans un gant. Monsieur le Président, je ne veux pas la faire. Je ne suis pas sur terre pour tuer des pauvres gens. C'est pas pour vous fâcher. Ma décision est prise. Je dénonce le privé. Par une obsession de la comptabilité pour rentabiliser les soins, par l'utilisation des seuls tableaux Excel comme support à la discussion, par la numérisation des pratiques et la traçabilité de celles-ci, par l'éloignement du terrain des directions, l'hôpital public se meurt. L'hôpital public se meurt et nous mourrons avec. Depuis l'obtention de mon diplôme, je travaille en tant qu'infirmière, main dans la main avec des secrétaires médicales, des brancardiers, des aides-soignants, des agents de nettoyage, des manipulatrices en radiologie, j'en passe. À l'hôpital, chaque métier a ses compétences propres qui ne se confondent pas, mais dont le but ultime est le même, soigner. Ensemble, nous avons vu notre métier se transformer, se déshumaniser. Ensemble, nous avons vu des chefs de service être remplacés par des managers qui ne connaissent rien au domaine de la santé et qui pensent pouvoir nous expliquer notre métier. Ensemble, nous avons fait la guerre dont on parlait à la télé. La logique qui prévaut à l'hôpital public est devenue celle de l'entreprise confiant les rênes de son administration aux consultants et cabinets des conseils privés. Des gens comme vous, monsieur. Comment résumer vos belles paroles autrement que par la phrase suivante ? L'hôpital public se meurt, vive l'hôpital public! Vous êtes responsable de la réduction du nombre de lits dans les hôpitaux, qui nous ont pourtant tant manqué pendant la pandémie, bien que vous prétendez le contraire. Vous êtes responsable de la réduction du nombre d'effectifs dans les hôpitaux, devenus maintenant insuffisants pour répondre aux besoins de la population, tant bien qu'à la rentrée 2022, 20% des lits ne pouvaient être utilisés faute de personnel. Votre stratégie est la suivante. Créer des problèmes pour pouvoir ensuite être payé pour les régler. Voilà ce qui se cache réellement derrière votre pseudo-efficacité, ce terme qui semble régner en maître dans votre monde à vous. Mais vous semblez avoir oublié une chose. Les soignants travaillent pour le soin des patients et non pour l'unique équilibre des dépenses et des recettes. Car dans votre monde à vous, dans ces rêves que vous nous avez évoqués, comment comptabiliser ce qui donne du sens au travail des soignants que je suis venue ici représenter? Cette main tenue, cette conversation pour soulager. En transformant et en regroupant les hôpitaux en de monstrueuses usines à santé, vous nous empêchez de faire correctement notre travail. Votre optimisation se fait au détriment de la qualité des soins. Vos chiffres mentent, monsieur, car ils ne rendent pas compte de la vérité. Vos indicateurs de qualité sont des indicateurs de productivité qui ne laissent qu'une fausse impression de réussite. Vous me parlez de Marseille, mais vous oubliez de préciser que le projet lancé là-bas a été abandonné, malgré la facture de 94 millions d'euros laissée à l'hôpital. Moi, par exemple, j'habite à Argenteuil. Je travaille là-bas aussi. Argenteuil, ça n'a pas bonne presse. C'est pas bourgeois, c'est populaire. Là-bas, on a un médecin pour 400 personnes. C'est peu. Nos urgences sont constamment sous tension et si vous passiez nous voir, un jour, vous vous rendriez bien compte que vous ne nous avez pas permis de réduire le temps d'attente aux urgences. Vous avez simplement inventé des tours de passe-passe afin de renvoyer les malades crevés chez eux. Alors qu'en petit à petit, je vois mes collègues quitter l'hôpital pour rejoindre le privé. Comment leur en vouloir ? Comment leur en vouloir de souhaiter soigner leurs patients dans des conditions décentes? Comment leur en vouloir
de souhaiter soigner leurs patients tout court. Avant-hier encore, le journal Le Monde titrait « Les personnels soignants quittent l'hôpital car ils ne veulent pas devenir des monstres ». La fatigue, le découragement, les effets sur notre santé à long terme. Pourquoi ne précisez-vous pas que vos méthodes s'accompagnent d'une augmentation du taux d'absentéisme et d'un plus grand nombre d'accidents du travail? Comment intégrez-vous les taux de suicide de mes collègues à vos Excel? Aujourd'hui, mon espérance de vie en tant qu'infirmière est de 78 ans, contre les 85 ans habituels pour le reste de la population française. Mais puisque je vois bien que ces paroles ne font aucun effet sur vous, laissez-moi vous parler dans un langage que vous comprendrez sûrement mieux, celui de l'argent et de la rentabilité. Vous ne voyez que le court terme, et vous êtes avant tout là pour vendre des missions de conseil. Mais on sait qu'avec davantage de lits, et donc un investissement sur le long terme, la crise du Covid aurait coûté moins cher aux contribuables. Madame, s'il vous plaît, il faudra songer à conclure. Aujourd'hui, et je m'arrêterai là, j'ai du mal à croire à la réconciliation de l'irréconciliable. Les administrations qui administrent en comptant et les travailleurs du soin qui agissent auprès des patients sans compter. Mais je ne perds pas espoir et je continuerai à me battre pour qu'elle devienne réalité. Car l'hôpital public, c'est aussi un projet, celui auquel j'ai décidé de dédier une importante partie de ma vie. La santé publique, pour toutes et pour tous. Qu'importe le compte en banque, car si je sais une chose, c'est que quand tout sera privé, nous serons privés de tout. Merci. Merci, merci. J'appelle maintenant à la barre Madame Hassan Sief. Madame, pouvez-vous nous rappeler votre nom, prénom et profession, s'il vous plaît? Hassan Sief, cheminot. Jurez-vous de dire toute la vérité, rien que la vérité, de parler sans haine et sans crainte? Je le jure. Je vous rappelle que vous avez 5 minutes de temps de parole. C'est à vous. Je vous remercie. Il est mort. Il est mort le soleil. Il est mort le soleil depuis que l'État et les services publics se désagrègent petit à petit devant les yeux ébahis des fonctionnaires et des usagers qui les laissent au mouroir de leur désintérêt. Ah oui, il est mort le soleil et personne n'en porte le deuil. Le monde ne se tord pas de vivre dans le froid et l'obscurité. Mais moi, je le refuse. Je veux le contrebattre. Et aujourd'hui, le condamner. Je suis cheminote et fière. Ma famille participe à la grande aventure des chemins de fer depuis des générations. Et on est lampistes dans ma famille. On est des petites mains discrètes qui éclairent la nuit et qui rentrent au petit jour, doucement. Et le train bleu, c'est l'héritage de ma famille, c'est l'héritage de l'histoire française aussi, qui a tissé des liens économiques, industriels, mais aussi sociaux à travers nos territoires. Et ça, c'est important, parce que c'est notre unification à nous, Français. Et c'est une aventure aussi, c'est une aventure immédiate, c'est un rêve qui commence alors qu'on est encore immobile. Et c'est le romantisme en fait, c'est le romantisme des grandes croisières mais sans le mal de mer, c'est les grands rêves aériens, mais n'en déplaise à Mbappé, beaucoup plus écologique. C'est une aventure et c'est ça le train, c'est un lien d'amour entre nous. Et moi, quand je voyage, je ne peux pas m'empêcher d'imaginer sur la banquette en face de moi mon père, cheminot, le visage noirci, mais les yeux brillants de jeunesse qui rencontrent pour la première fois celui de ma mère. Et là, tous les deux, alors qu'ils viennent de deux mondes complètement différents, ils se rencontrent sur cette banquette même, dans une parfaite égalité, parce que c'est ça le train. Aussi, quand je regarde par la fenêtre, je vois les paysages défiler et je vois surgir aussi le visage de mon grand-père. La marche boitante. Lui, il avance le long des trains, le tablier tout crasseux, et il va pour accrocher des lanternes au cul des wagons, parce que c'était ça son métier. Et j'imagine aussi me tendre cette lanterne à moi, mais cette fois elle est électrique,
Et j'éclaire moi aussi à mon tour les chemins de fer dans la continuité du service public, parce que c'est ça le service public. C'est notre métier, c'est d'assurer le chemin de votre quotidien, le train-train de tous, parce que l'État et les services publics sont la propriété de tous, mais surtout de tous ceux qui n'ont rien. Alors, je me pose une question, comment est-ce qu'on peut décider de confier au pouvoir de l'argent ce rôle? En les privatisant, c'est organiser une insupportable spoliation de masse, une insupportable pour moi, pour ma famille, mais pour nous tous. Privatiser, c'est ignorer ce que signifie l'intérêt général. Notre peuple se définit lui-même par ce réseau collectif. Dans ce train, il va au travail, il rend visite à ses proches malades, il y croise les pauvres et les riches. Et ça, je ne vous parle pas d'une promenade de confort, je vous parle de vivre, de construire sa vie. Et vous savez ce qu'il y a de pire que de vouloir changer ce modèle? C'est de se payer la gueule de la CNCF, c'est de se moquer de nous, c'est d'organiser la bataille entre les usagers et les cheminots, et pendant qu'on fanfare, on nous dépouille de tous nos droits. Est-ce que vous vous rendez compte qu'il y a quelques années, on s'est servi de notre statut pour créer la division? Est-ce que vous vous rendez compte que nos malheureux avantages ont été présentés comme des parts du lion, alors que notre statut n'a rien à voir avec la dette? Moi, j'ai 40 ans, 28 jours de congé, mais des vacances imposées. Un emploi à vie, certes, mais un collègue qui se suicide tous les 2 mois. Et je découche 1 ou 2 nuits par semaine, alors que j'ai 2 enfants. Et j'ai pas de prime charbon. J'ai pas de prime pour absence de prime non plus, d'ailleurs. Et je vous parle même pas de ma... Je vous parle même pas de mon traitement de base parce qu'il atteint à peine le SMIC. Mais voilà, on a présenté mon statut comme un privilège royal. Et en un instant, sans hésiter, on l'a sucré cet acquis social. On l'a sucré au lieu d'élever celui des autres. C'est inimaginable, on se jalouse pour des miettes. C'est inimaginable. Comment personne ne peut comprendre que notre sort, il est lié. Celui des cheminots est lié à celui des usagers. Notre statut de cheminot, quand il était là pour faciliter l'embauche. Il servait à rendre notre métier attrayant. Mais la vérité, c'est que nos locomotives, plus personne. Alors, je vous en prie, n'écoutez pas ces hommes guindés dans leurs costumes trop serrés. Ils peuvent jurer la main sur le cœur que c'est pour réformer un meilleur service public, mais pas du tout. C'est une course aveugle. Une course aveugle à une concurrence déloyale. Madame, le tribunal manque de temps. J'y arrive. Rappelez-vous, les rois de la mine et du rail n'ont-ils jamais fait autre chose que dévaloriser, que dévaliser notre travail? Sans un statut protecteur, sans un service public véritable, les entreprises n'auront plus à s'embarrasser d'un coût du travail minimum. Ils vont juste profiter d'une nouvelle extension de l'ubérisation avec des cheminots freelance peut-être, presque aussi peu cher qu'un Deliveroo peut. S'il vous plaît. Le service public n'existera plus, alors c'est comme dire que le soleil va mourir. Est-ce que les salariés de l'État seront les seuls à porter ce deuil? Voulez-vous un État fort, un État bout en train pour ses citoyens et capable d'affronter les défis de son époque? Ou vous voulez un État brise-fer, complètement fantoche et soumis aux intérêts privés? Aujourd'hui, j'ai prévu 3 arrêts au long de cette vallée, avant le terminus: Brétigny-sur-Orge, la fête de l'UMA, la fin de l'État privé. Je vous remercie. Merci. Merci. Pour lui répondre, j'appelle à la barre Monsieur Bernard Ruissellement. S'il vous plaît. C'est pas la ZAD ici. S'il vous plaît. Monsieur, pouvez-vous nous rappeler votre nom, prénom et profession, s'il vous plaît? Alors, Bernard Ruissellement, président, directeur général de Pau de Vinci Autoroute.
Monsieur, jurez-vous de dire toute la vérité, rien que la vérité, de parler sans haine et sans crainte, dites je le jure. Je le jure. Monsieur, je vous rappelle que le temps du tribunal est compté, je vous demanderai d'être bref. Bien sûr. La parole est à vous. Je vous remercie. Oui, déjà, j'ai remarqué les sourires narquois lorsqu'on a appelé mon nom de famille. En tout cas, la différence entre moi et le ruissellement, c'est que moi, vous m'aurez vu une fois dans votre vie. Alors, de qui fait-on le procès en vérité? De l'efficacité, de la fluidité, de la bonne gestion. Car oui, j'aime dire que nous gérons en bon père de famille l'argent des usagers. Je devrais dire en bon parent 1 de famille, pour ne me fâcher avec personne ici. Alors, je voudrais vous rappeler avant tout que Pau de Vinci comporte plusieurs branches. Une branche construction, une branche énergie, une branche autoroute. Ça fait 3. J'espère que vous n'êtes pas perdus. Nous allons nous concentrer sur la branche autoroute. Qu'est-ce qui vous dérange avec la privatisation? Est-ce que vous avez vu les... Je vous demande de vous arrêter. Est-ce que vous avez vu... Calmez-vous, madame. Ça va bien se passer. 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2021, soit 3% de plus qu'en 2019, et infiniment mieux qu'il y a 15 ans, lorsque nous récupérions des autoroutes criblées de dettes. 4 500 km d'autoroutes à haut niveau de service, dont nous nous occupons toute l'année. Avez-vous déjà entendu des plaintes sur la qualité? Jamais. Vous mentez, madame. Jamais. 5 800 collaborateurs, c'est 5 800 bouches que nous nourrissons chaque mois. Voilà la vérité. Enfin, le nerf de la guerre sur les marchés financiers. Nous sommes stables, voire en augmentation. Les actionnaires sont comblés. Eh oui, que vous le vouliez ou non. Alors, nous pourrions avoir un débat, nous pourrions débattre. Mais malheureusement, calmez-vous monsieur, vous allez faire un AVC. Malheureusement, c'est un débat faussé par la malhonnêteté journalistique et par une certaine presse trotsko-communo-nupécistique. Lisez-vous même. Humanité, autoroute, le double scandale. France Inter, autoroute, histoire secrète des privatisations. Le Monde, la privatisation, un traumatisme originel. Mais comment peut-on s'exprimer de manière sereine alors que ce débat se déroule sous l'influence de la pire des gauches? La deuxième raison pour laquelle il n'y aura pas de débat, c'est cette jalousie, c'est cette médisance bien française, et je le vois dans vos yeux, la jalousie, la médisance bien française face à ceux que j'appellerais les hommes providentiels. Ces hommes qui ont donné leur vie pour l'État, qui se sont sacrifiés sans même en faire partie, qui ont tout donné à l'État et qu'aujourd'hui on traite en criminels. Nous sommes de ces hommes chez Pau de Vinci Autoroute. Nous avons donné 9 milliards d'euros à l'État il y a 15 ans pour récupérer des autoroutes criblées de dettes. Et pourquoi? Pourquoi, me direz-vous? À cause de tous les maux du service public. Mauvaise gestion, un mot qui vous fait mal, manque de rentabilité et surtout une masse de fonctionnaires bénéficivores qui grignotaient les bénéfices. Il faut l'avouer. Vous n'apprenez pas de vos erreurs. Nous avons rentabilisé. Nous avons redistribué les forces vives.
Nous avons libéré les énergies. Nous avons donné la souplesse, l'agilité. Et maintenant, nous prospérons. Merci, monsieur. Merci. Je conclurai ainsi. Le procès devrait être remplacé par celui de la jalousie française. Vive la privatisation qui nous protège de la sclérose du secteur public. Merci. Pour lui répondre, j'appelle à la barre Madame Aimée Duquet. Madame, pouvez-vous nous rappeler votre nom, prénom et profession, s'il vous plaît? Aimée Duquet, professeur de français. Madame, jurez-vous de dire toute la vérité, rien que la vérité, de parler sans haine et sans crainte? Dites, je le jure. Je le jure. Madame, la parole est à vous. Avez-vous déjà essayé de mettre un petit pansement de supermarché, vous savez, ce qui colle mal, sur une plaie béante? Si vous l'avez fait, vous avez peut-être vu que ça n'a pas très bien marché. Peut-être que ça s'est infecté même. Alors, pour forcer un peu le trait de mon métier de professeur de français, laissez-moi commencer par une légère métaphore. Partout où je passe, où je converse, où j'apprends, je le vois. La privatisation de plus en plus accrue de l'enseignement pour pallier l'incapacité des pouvoirs publics à offrir une éducation de qualité. Mais ça, cher tribunal, c'est mettre un petit pansement, vous savez, ce qui colle mal, sur une plaie béante. Ça ne résout pas le problème, ça le cache et ça l'aggrave. Parce que ça revient à marchandiser l'éducation, parce que ça laisse un boulevard aux sociétés peu soucieuses du bien-être des enfants et de nous, enseignants, qui sommes sous-évalués, le fameux « Ah ouais, vous avez beaucoup de vacances du coup ». Sous-évalués, sous-payés, affectés quasiment aléatoirement au début du métier pour la beauté d'aider, d'éduquer, d'essayer de faire une différence. Ça, c'est nous. Mais la multinationale qui s'intéresse à notre joli monde de l'éducation, ce n'est pas exactement pour les mêmes raisons. C'est soit pour se faire de l'argent, je ne vous apprends rien, soit pour en faire un outil politique d'influence. Ce n'est ni par altruisme, évidemment, ni pour l'intérêt général, et encore moins pour celui des adultes en devenir que nous aidons à grandir. Non, ça, ce sont nos motivations à nous. Mais ces multinationales, ce serait pour leur image, ce serait pour leur super profit. On a donc, dans cette balance qu'on soupèse en cet après-midi, d'un côté, l'image des grandes entreprises, et de l'autre, l'éducation sociale, intellectuelle, affective, culturelle d'enfants et d'adolescents. Et la première aurait plus de poids, vraiment. On passerait du lycée Victor Hugo au lycée Victor Hugo Auchan quand on est passé de la Ligue 1 à la Ligue 1 Conforama. C'est ça l'avenir de l'éducation nationale. Je vais vous dire autre chose. Un de mes anciens élèves m'a recontacté hier pour me partager son parcours. Il vient de terminer ses études de droit. Il passe l'examen pour entrer à l'école des avocats. Il est issu d'une famille, aujourd'hui monoparentale, extrêmement nombreuse, issu d'un milieu particulièrement pauvre. Entre enchaînement de petits boulots chronophages et stressants et charge mentale composée d'une famille en détresse dont il s'est occupé, il a quand même réussi. Parce qu'il a bénéficié des aides, des bourses, d'une exonération des droits d'inscription, et ce pendant ses 5 années d'université, parce qu'il se rend bien compte qu'il n'y serait jamais parvenu avec un système encore davantage privatisé vers lequel on tend, où on voudrait en finir avec les frais d'inscription et où le surendettement serait la seule voie possible pour faire des études, où la sélection sociale devient de plus en plus drastique, sur algorithme avec Parcoursup, et où la sélection financière gagne le même terrain. Il n'y serait jamais parvenu s'il avait dû payer 2 770 € de frais d'inscription, comme doivent le faire les étrangères et étrangers aujourd'hui. S'il n'avait eu aucune place à l'université, comme les 180 000 lycéens candidats en juin dernier. Parce que l'école est en train de devenir un produit. C'est le cas quand, dans l'ancien établissement où j'étais affectée, une personne payée par un lobby laitier a passé 1 heure dans une classe de 6e
à expliquer à quel point les produits laitiers, c'est super, c'est magique, ça rend heureux et qu'il faut en consommer plusieurs fois par jour pour être en bonne santé. En oubliant bizarrement d'indiquer que le lait est allergène, que le lait est indigeste, que le lait contient des pesticides, des métaux lourds et des hormones de croissance liées aux pratiques des producteurs pour améliorer leur rendement. Ça, ils ne l'ont pas dit. C'est étonnant. On peut parler de l'école privée aussi, où a travaillé une de mes anciennes collègues, sous contrat privé. Autrement dit, elle protestait sur ses conditions de travail ou d'enseignement, et c'était la porte. Pas de possibilité de se syndiquer non plus, évidemment. Licenciée n'importe quand, on avait été plus que clair avec elle. Bah oui, rentable, on a dit. Moins bien formée, mais paradoxalement écartée des plans de formation quand il y en a. Rentable, on a dit. Et les contractuels en général, c'est vrai, ça c'est super rentable aussi, cette durée de la formation prévue pour certains 2 jours, puis en poste. Et hop, moins de fonctionnaires et un paysage complètement instable pour les enfants et les autres enseignants de l'école. Multiplication des CDD, précarisation, cours prédéfinis, rentabilité, on a dit. Alors, pour finir ce témoignage, et même s'il reste beaucoup de choses à évoquer, je vais vous raconter pourquoi j'ai choisi cette voie. J'ai pris cette décision, fait ces études parce que je sentais comme un fil qui m'a toujours tiré et attiré vers le vrai projet de l'école, le vrai, l'originel. Mettre les enfants, quelle que soit leur classe et milieux sociaux, leur origine, leur religion, leur genre, leur sexe, leur handicap, au même endroit. Pour être instruits et grandir par le groupe, pour être sociabilisés et apprendre à respecter leurs prochains dans le groupe, in fine pour avoir une plus juste conscience des réalités de leur monde à travers le groupe. Merci madame. Et ça, c'est un projet qui ne peut être que public. Merci. Alors ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. Merci. J'appelle maintenant à la barre Monsieur Yvan Père-et-Mère. Monsieur. Merci, bonjour. Pouvez-vous nous rappeler nom, prénom, profession, s'il vous plaît? Je m'appelle Yvan Père-et-Mère, je suis député La République des Horizons Républicains. Merci. Merci. Monsieur, j'aurais vous de dire toute la vérité, rien que la vérité, de parler sans haine et sans crainte, dites je jure. Oui, tout ça, je jure, ouais. Merci, monsieur. On vous prie de faire vite, s'il vous plaît. Très bien. Avant de commencer, je vais vous répondre, évidemment, madame, qui ne prenez même pas la peine de m'écouter alors que je vous ai écouté pendant 5 minutes. Je vais vous répondre, mais j'aimerais d'abord saluer notre belle assemblée. Sans doute, il y a des électeurs parmi vous. Bonjour, merci. C'est la preuve, un événement comme celui-ci, que notre justice existe, que notre démocratie fonctionne, contrairement à ce que disent certains activistes anti-républicains, dont je tairai le nom par courtoisie. Merci à vous d'être venus, merci pour cette belle journée, merci au soleil qui n'est pas mort, hein, vous pouvez le voir. Et avant de commencer, moi je n'ai pas préparé de texte, je ne viens pas à cette tribune avec une volonté d'enfoncer quelque chose, surtout des portes ouvertes. Moi je viens à cette tribune pour discuter, donc je vous ai écouté madame, je vais vous répondre madame, mais avant toute chose j'aimerais dire que j'ai été choqué, presque outré, mais choqué, n'allons pas trop loin, par votre métaphore de la plaie béante et du pansement, qui me rappelle plus les infirmières, le corps médical, que les enseignants. Et avec les années que nous venons de vivre, s'accaparer ce travail et cet héroïsme, je trouve ça mesquin. Voilà, c'est tout. On a le droit d'avoir des colères, merci. On a le droit d'avoir des colères, on a le droit d'avoir des colères saines. Rappelez-vous. Moi, sur le terrain, j'y vais comme ça, avec mes chaussures de marche, dans ma circo de Lindre, 3 fois par an, je prends l'Intercité et je peux vous dire que oui, la SNCF, comme ça marche maintenant, eh bien ça marche, même mieux, ça roule. Et je suis très fier de ce service public, et je suis très fier de ce service public comme il est réformé, car je suis toujours à l'heure, et avec mes points avantages, j'ai le droit à des sneakers gratuits quand je bois mon café, et ça j'apprécie énormément. Donc Madame Hassan, je ne sais plus comment, peut-être CF, un truc comme ça, je ne suis pas du tout d'accord avec ce que vous avez dit, et je tiens à le préciser en tant que vrai homme des campagnes, vrai homme qui voyage, vrai homme qui connaît la France, son odeur, et qui prend sa respiration. Pour répondre sur les questions d'enseignement, moi l'enseignement je le connais plutôt bien puisque j'ai été à l'école.
j'ai aussi bénéficié de cet ascenseur social. J'ai fait une prépa, j'ai fait normal, j'ai fait l'ENA, parcours classique. Voilà. Bah, vous nous dites l'enseignement est chronophage, tout est chronophage aujourd'hui, c'est difficile pour nos étudiants. Certes, mais c'est la société du monde. Hein. Vous passez 10 heures à regarder des programmes Netflix alors que vous pourriez relire Proust. Donc remettez un peu les choses en perspective. Pardon, je ne veux pas faire de hiérarchie, mais quand même. The Crown ou Proust, c'est pas la même chose, quoi. Donc voilà. Vous me dites aussi que il y a des recalés à l'université. On se plaint que nos universités sont trop faciles d'accès. Et ben voilà, la preuve. Hein, on a peut-être un bac en chocolat, mais au moins les universités françaises, elles ont de la gueule, elles ont du mordant, elles disent pas oui à tout le monde. Il y a un peu d'excellence, il y a un peu d'exigence. Et c'est ça que moi je défends, c'est ça ma France. Alors sur les étudiants étrangers aussi, j'ai noté, vous avez dit quelque chose de très intéressant. C'est vrai que les étrangers ont toujours fait la richesse de la France, tant de nos artistes sont d'origine étrangère, mais en même temps, voilà, on vit dans une société, on n'a pas forcément non plus les budgets pour ces choses-là, on a d'autres priorités, les autoroutes de Monsieur Ruissellement par exemple, et donc on fait d'abord en fonction de nos citoyens, on pense d'abord à nos citoyens français de souche ou pas d'ailleurs, moi je ne suis pas dans ces chapelles, ok, je ne suis pas dans ces polémiques, moi je suis là pour tout le monde, mais certes, je pense qu'il y a de très bonnes universités à Beyrouth, ou je sais pas, à Odessa par exemple, et pourquoi pas en profiter aussi, peut-être plus penser à des échanges et des accords, et là c'est l'Europe qui vient, enfin bon, on disrupte, on en reparlera avec monsieur et sa start-up. Mais une dernière chose sur l'enseignement, et avant de laisser cette tribune, on voit qu'aujourd'hui, je ne sais pas si vous connaissez le principe des slashers, mais les gens alternent les travaux même. Oh, je devrais retourner à l'école. Et je pense que les CDD, je pense que ces petits contrats, plutôt que le fonctionnariat qui ne fait plus rêver personne, est une manière d'être en phase avec la société en fait. On peut être prof de géo un matin et puis le lendemain on se réveille et je sais pas moi, on fait du miel ou regardez, moi il y a 3 mois j'étais pharmacien, aujourd'hui je suis dans la politique, tout est possible, French Dream, rêver grand. Merci monsieur. Alors voilà, j'aimerais conclure sur vos applaudissements parce qu'ils me donnent chaud au cœur, ils me donnent la foi de continuer et de continuer ce projet parce que c'est notre... Merci monsieur. Et très bon après-midi à vous. Merci. J'appelle maintenant à la tribune monsieur le procureur pour rappeler les charges qui sont reprochées à l'État. Monsieur, vous avez la parole. Merci. Elles ne sont pas peu nombreuses aujourd'hui, les personnes qui affrontent les problèmes de la recomposition du monde par les politiques néolibérales et leur absurde plan de réajustement structurel. Nous venons, pour ainsi dire, d'en avoir une légère illustration de ce que nous appelons de nos jours la privatisation de l'État. Ce long processus de désagrégement de l'État serviteur qui a commencé maintenant il y a plusieurs décennies. Alors, vous savez, très à la mode en ce moment, on a tendance à dire que ce serait toujours la faute de mai 68, comme si les pavés de la rue Soufflot et la grève générale avaient une quelconque responsabilité là-dedans, et on ne parle jamais de la contre-révolution néolibérale et conservatrice des années 80. Alors, parlons-en un instant. Vous savez, en 1986, on employait ce doux euphémisme de dénationalisation. Il est pourtant presque plus explicite que le terme de privatisation. Aujourd'hui, on n'est plus trop complexé par ce terme. La dénationalisation. En d'autres termes, le fait de priver la nation de ce qui légitime son existence même, c'est-à-dire le service public. Lorsqu'en 1789, on criait « Vive la nation !» plutôt que « Vive le roi !» la signification derrière était « À bas l'aristocratie et ses privilèges !» À bas le pouvoir de la caste, à bas les spéculations des agioteurs et des accapareurs de subsistance. Vive la nation est devenue rapidement vive la République. Celle-là même qui fut proclamée il y a presque jour pour jour 230 ans. Il y a 230 ans,
Peut-être le célébrerons-nous, mais je ne le crois pas. La République, la res publica, la chose commune, dont l'objectif était, comme le disait la Constitution de 93, de servir le bonheur commun, de servir le droit à l'existence et de le garantir à tous. Elle ne devait en aucun cas être la chose privée d'un petit groupe d'oligarques et de plutocrates, de culottes dorées et d'âmes debout qui n'estiment que l'or. Et dans cette lente affirmation de la République, des barricades de 1848 aux luttes du Front populaire, de la Commune de Paris au programme du CNR, il y avait une idée, celle de la République démocratique et sociale, celle de la République fondée sur la justice, la solidarité, le travail des citoyens et des citoyennes dans l'égalité et dans la liberté. Oui, monsieur, vous pouvez applaudir, puisque vous êtes le seul, manifestement. Cela ne fait peut-être plus vibrer la salle. Et c'est à ce titre que par le concours des forces politiques et des forces syndicales de l'après-guerre, on a massivement nationalisé le secteur bancaire, le secteur énergique et qu'on a créé la sécurité sociale. Oui, c'était quelque chose de politique et il n'y a pas de problème avec cela. Nous faisons effectivement de la politique. Ce procès est un procès politique. Mais rien n'est jamais acquis à l'homme, pas même ses conquis sociaux. Et le rouleau compresseur néolibéral, encouragé par une conjoncture internationale et un rapport de force favorable au capital, a fini par avoir gain de cause sur l'État et par le transformer en un agent de ses desseins les plus rétrogrades. Nous voici revenus au temps de la monarchie de Juillet, le fameux « enrichissez-vous ». Nous revoilà aux spéculations du Second Empire. Servons la bonne cause et servons-nous au passage. Et tout doit y passer là-dedans. L'éducation, l'assurance maladie, les retraites, les salaires, l'épargne, le secours mutuel, les transports, l'eau, l'air, le gaz, l'électricité, les biens de première nécessité, la santé, le logement, la culture, les loisirs, la sécurité, la justice, les relations contractuelles, le mariage, la sexualité, le handicap, l'enfance, tout doit désormais être soumis à l'hégémonie concurrentielle de la société spectaculaire marchande. Et dans cette totalité, l'État ne saurait s'en sortir. Alors comme on ne peut pas totalement s'en débarrasser, on en fait un agent du marché, un serviteur du marché. À coup de New Public Management, à coup de Corporate Governance, à coup de révision générale des politiques publiques, agrémentée par cette espèce de novlangue totalitaire absurde, le démantèlement général et l'externalisation de l'administration transforment l'État en une sorte de grand trust au sein duquel les OPA et les plans sociaux sont monnaie courante sans que cela ne choque plus personne. Un démantèlement au Karcher qui prétend réduire les coûts, supprimer la prétendue gabegie et l'assistanat et qui, à force de créer des commissions ad hoc ou des comités Théodule, arrive à détruire les services publics tout en enrichissant des oligarques et en renforçant des bureaucraties plus tentaculaires, plus coûteuses et moins utiles que celles des économies administrées. C'est la République des consultants qui vient d'expliquer aux médecins, aux profs, aux cheminots comment faire leur travail. C'est la République des cabinets d'affaires qui vient donner des leçons de gestion grassement payées au ministre avant que ce dernier ne rejoigne bientôt le même cabinet pour lui expliquer les failles de la loi dont il est l'auteur. C'est la République des fonds de pension qui vient, tel un rapace, décortiquer le droit du travail et la sécurité sociale. C'est la République pantouflarde qui vient sermonner la République des travailleurs et lui expliquer qu'elle coûte trop cher et qu'il est temps de faire des efforts. C'est la République des marchés financiers et ses licenciements boursiers qui vient enjoindre à l'État à la prétendue gestion rationnelle de ses intérêts. En un mot, et il faut le dire, c'est le joug de la techno-féodalité industrielle et financière exercée sur le prolétariat moderne, la tyrannie du capital sur le travail, dont l'État devient le bras armé à défaut d'en devenir l'antidote. Allons-nous accepter cela? Alors me direz-vous, que faire? C'est une question qui se pose souvent. Car si l'on analyse les faits, un procureur ne peut en réalité rien
pourra condamner les détournements de fonds, les abus de biens sociaux et tous les délits caractérisés si la soft law et les tribunaux d'arbitrage n'ont pas totalement détruit la justice nationale. Mais tout ceci sera à la marge, tout ceci sera secondaire par rapport aux grands défis qui s'offrent à nous. Le 8 Thermidor de l'an 2, Robespierre avait dénoncé dans son dernier discours la horde des fripons. Alors, on pourrait aujourd'hui dénoncer la horde des fripons et faire, contrairement à Robespierre, donner des noms. Nous pourrions les nommer, nous pourrions dresser cette liste et dire combien et lesquels. Mais cela serait en réalité insuffisant, pour ne pas dire inutile. Ce qu'il faut, c'est dénoncer absolument tout ce qui dysfonctionne, tout ce qui engendre l'iniquité, l'injustice et l'inégalité, mais c'est aussi se donner enfin les moyens de dire ce que nous voulons, quand et comment. L'État, sans même notre concours, est donc condamné à produire à minima des bonnes lois, à faire triompher le règne de la vraie liberté et de l'intérêt général, ou à mourir. Monsieur le procureur, mon ami, concluez. Mais plus encore que l'État, plus encore que ceux qui veulent l'abattre pour imposer la tyrannie de leurs intérêts despotiques, c'est vous, c'est nous qui sommes condamnés soit à subir la plutocratie du capital, soit à faire triompher la vérité et la vraie République. Merci. J'appelle à la barre l'avocat de la défense. Maître, vous avez la parole. Fainéant, désorganisé, égoïste, violent. Voilà les mots qui auraient résonné dans la bouche de ceux qui ont théorisé le principe de l'État. Ceux que, monsieur le procureur ou accusateur public, vu les termes, ceux que vous n'avez eu de cesse de rappeler à notre mémoire. Et vous tous qui l'applaudissez de vos mains balourdes, où sommes-nous aujourd'hui? La justice qui, apparemment, n'a que très peu de moyens, chausse ses bottes de 7 lieues pour se déplacer sur Plessis-Pathé, pour constituer un tribunal. On n'a jamais vu de tribunal aussi exceptionnel que celui-là. Un juge seul, un procureur, que dis-je, une foule de procureurs et un avocat seul. Comme toujours, seul. Seul pour lutter contre l'accusation publique. On vient rappeler à notre mémoire la terreur et les principes mêmes qui ont fondé, mais c'est l'État, mesdames, messieurs, c'est l'État qui vous laisse périr. C'est l'État qui a fait dépérir les services publics. C'est lui le vrai coupable. Oui, ça on est d'accord. Et qui est accusé aujourd'hui? On vous a dit que c'était l'État. Où est le président de la République? Où sont les ministres? Où sont même un secrétaire de cabinet ministériel? Il n'y a ici que des personnes privées, des chefs d'entreprise, ceux qui, malgré eux, luttent de leurs armes pour faire survivre les services publics. Et c'est eux qu'aujourd'hui vous accusez. Alors, de quoi se plaint-on? Certainement pas de l'État, puisqu'apparemment il n'est pas accusé. De quoi se plaint-on? Eh bien, on l'a dit, ça vous a fait crier, ça va pas vous plaire, mais on se plaint du profit. C'est ça qui vous gêne. Bah oui. Eh oui, vous êtes jaloux. Mais malheureusement, ceux qui font un peu de profit, et y a-t-il vraiment du mal là-dedans? Le chirurgien fait du profit en soignant des gens. Ceux qui font un peu de profit, ce sont eux qui font survivre le service public aujourd'hui. L'éducation, le transport, l'énergie, le logement, tout est privé aujourd'hui. Et c'est l'État qui vous dit « mais on a du mal, on n'arrive pas à réinjecter d'argent ». C'est eux qui sont responsables et c'est eux, les autres, les personnes privées que vous accusez. Voyez-vous que la situation est pour le moins croquignolesque, paradoxale. Alors, vous voulez faire la révolution? Très bien, faites-la. Mais c'est pas en achetant vos pins avec Che Guevara dessus à 2 € que vous n'avez rien changé, d'accord? La révolution, et je crois que vous le savez, parce que vous travaillez comme moi, la révolution, c'est se lever tous les matins, et plusieurs matins d'affilée, pas qu'une seule fois.
C'est pas se lever exceptionnellement tôt le week-end pour aller à la fête de l'humanité. C'est se lever chaque jour avec un projet et acter pour ça. Eh bien, les personnes qu'aujourd'hui vous accusez, elles font exactement la même chose. La question se pose, pourquoi injecter des sommes faramineuses d'argent dans des institutions exsangues, alors qu'on pourrait simplement améliorer la fiscalité des entreprises, avoir plus de bénéfices, avoir plus de salaires et finalement avoir des services publics privés qui marchent mieux. Oui, excusez-moi de défendre, excusez-moi de faire mon travail. Voilà, tout le monde a eu à parler, je vais parler aussi. Voilà, jusqu'à ce que j'en ai fini. La question, elle est simple. Lorsqu'on a une maladie, est-ce qu'on soigne pour faire disparaître les symptômes ou est-ce qu'on soigne la maladie pour la guérir? Lorsqu'on a une cause, est-ce qu'on traite les effets ou est-ce qu'on s'attaque à la cause? Lorsqu'on a un État qui laisse périr les services publics et que des sociétés privées, tant bien que mal, les font survivre, est-ce qu'on condamne les sociétés privées ou est-ce qu'on condamne l'État? Le sage montre la lune et l'idiot regarde le doigt. Mesdames, messieurs, voulez-vous être sage ou voulez-vous être idiot? Merci à tous. Le temps nous manque, les moyens aussi. Nous allons donc essayer, dans la mesure du possible, de délibérer sur le siège et pousser au maximum cette idée de justice populaire. Je vous demanderai donc à vous, jury populaire, cet État, cette idée, doit-elle être déclarée coupable ? Ou doit-elle être acquittée? Nous allons faire ça au bruit. Selon vous, l'État doit-il être acquitté? L'État doit-il être coupable? L'État est donc déclaré coupable. Merci et merci à tous.